Tiens, je vais te montrer un truc là. Un truc fait par Jean-Claude Forest. Ça, c'était le rabbin qui lui avait commandé comment il voyait le faubourg Saint-Antoine. Alors, il avait fait tout un dessin formidable. Jean-Claude Forest, c'est un gars formidable qui a créé Barbarella et un très très grand dessinateur. Voilà, puis un bon copain et un type formidable. Voilà. Il a mis en scène tout l'univers du faubourg, qu'il aimait bien d'ailleurs, parce qu'il aimait bien bricoler, restaurer, tout ça. Il aimait bien les petits bistrots, et puis il aimait bien les artisans, et voilà. Alors il a mis en scène là, par exemple, il a mis Pierrot et Odette. Pierrot, c'est le plombier, Odette, c'est sa femme. Là, il y a Dany, la compagne de Jean-Claude. Il a mis des ébénaux là, qui étaient dans la rue Saint-Bernard. Il y a un chinois, un laqueur chinois qui avait une petite échoppe, qui restaurait les meubles chinois. Il a dessiné tous les petits produits d'antan là, pour restaurer les meubles, pour décaper les meubles, pour les patiner. Voilà. Et puis la petite Côte-du-Rhône chère à Pierrot. Et il m'a fait le plaisir, il m'a mis aussi en scène sur la gauche là. Voilà, comme je suis un peu le photographe du quartier, il m'a immortalisé. Ça fait plaisir, quoi. Et lui, fidèle au cirque d'hiver, il s'est déguisé en clown et il est en train de finir une bande dessinée. Voilà. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir tout neuf qui fait de l'effet. Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu. Je revois ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous de muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue. Quand on entrait dans le faubourg ou ailleurs, on avait l'impression de faire partie d'un courant. On pourrait dire que le faubourg était un fleuve et toutes les rues qui donnaient ou les impasses qui donnaient des affluents. Et tout ça remplissait le faubourg d'une vie vraiment incessante, tumultueuse, et on était entraîné par ça. Contrairement à d'autres quartiers de Paris, le faubourg n'a pas renié son passé. Il y a une survivance philosophique, culturelle et artisanale. C'est un quartier qui a vraiment une âme, un rythme qui est vivant tout le temps. Vraiment une vie de quartier, de village. Donc je suis très, très nostalgique de ça. On se dit le quartier sont bourgeoises, est-ce qu'il va perdre de son âme? Jusqu'à maintenant, ça tient. Tous ceux qui habitent depuis des années revendiquent leur place et les nouveaux essaient de s'intégrer et de revendiquer comme s'ils étaient là depuis 10 ans ou 15 ans, quoi. Et ce que j'aime, c'est qu'on se mélange, voilà. Et on parle au café avec qui on veut. La rue du Faubourg Saint-Antoine, qui n'est donc pas une frontière entre deux arrondissements, mais bien le cœur même d'un quartier. Moi, le Faubourg Saint-Antoine, je l'inclurais en partant de la rue de Charenton jusqu'à la rue de Charonne. Ça, c'est le Faubourg. D'ailleurs, je crois qu'historiquement, on est classé secteur Faubourg Saint-Antoine jusqu'à l'angle de la rue Fédère. Donc, je suis le dernier immeuble de la rue de Charonne à être dans le Faubourg Saint-Antoine. Ça, c'est un livre qui m'a été commandé en 2009, qui est paru en 2010 par la mairie du 11e. Et ça m'a permis de compiler dans un livre un tas de rencontres que j'ai faites
pendant 30 ans, en arpentant l'arrondissement, des gueules du faubourg, des gueules du quartier, des personnages chez eux, des ébénistes dans leur atelier, des musiciens dans la rue, chez eux, un tas de personnages, des rencontres de bistrot. La copine. Madame René, avec son chat et son nain, avec un texte de Clapiche, cherche la rencontre, l'histoire, fixer un moment et transmettre dans des lieux que les gens ne peuvent pas deviner des fois parce qu'il suffit de pousser une porte, de rentrer dans une cour, il y a des digicodes partout, trouver un atelier. Très belle cour industrielle. Maintenant, le décor sert très souvent à des tournages pour des feuilletons policiers français. C'est au 77 rue de Charonne, ouais, une super cour. Non, mais c'est l'artisanat industriel qui était partout dans le quartier, quoi. Et là, un accordiste dans la cour, c'est un pote. Ça, elle a une histoire, hein. Elle a une histoire. Pour moi, elle est particulière. C'est la première que j'ai faite du quartier. Quand je suis venu visiter cet appartement qui était vide, je me mets au balcon et je fais cette photo pour avoir ce qu'il y avait en face. Tout ça a disparu. Tiens, je vais te faire voir. Tu vois pourquoi il faut faire ces photos? C'est juste pour te dire, avant, il y avait ça. Parce qu'on oublie. Tu vois, je me souvenais même pas. Là, il y a un café. C'est où il y a la boutique de ventilation, là. On trouve qu'il y a beaucoup de cafés, mais avant, il y en avait encore bien plus. Il en ferme tous les jours. La boutique de ventilation grise, là-bas, c'était un bistrot. J'aime bien rencontrer les gens. Quand c'est les artisans, je suis passionné de voir leur travail et ce qu'ils font. J'aime beaucoup leurs gestes, leurs outils, les ambiances, les odeurs. C'est des gens, je peux pas dire que je tombe amoureux de ces gens-là, mais il se passe quelque chose. J'ai pas l'impression de voler une image. C'est toujours une vraie rencontre. Bon, là, je dois faire une photo de Jacques-Simon Miroitier depuis un siècle, le père et le fils, dans le faubourg. Ça paye pas de mine, mais un atelier extraordinaire. Nous sommes arrivés. Faut remonter le bas. Ouais, merci. Ça, c'est du vrai travail de sablage et de gravure. C'était pas de la peinture. Et les coloris? Rien n'a bougé. Non, mais c'était fait avec comment? C'était pas de la peinture, des pigments? Avec un mélange de pigments. D'ailleurs, on a des glaces comme ça, qui étaient vieillies comme ça. Des glaces à la feuille d'argent. Ça, c'est magnifique. Ça. On ne saurait pas refaire pareil aujourd'hui. D'abord, il y aurait le prix. Même toutes les maisons les plus grandes de France, comme Judice-la-Goutte, étaient à 100 mètres d'ici. Ils étaient tous autour du faubourg. On se déplaçait en petite voiture, on livrait, et puis c'était par 1000, c'était des quantités. C'était l'époque du faubourg, la grande époque du faubourg. Tous les tapissiers travaillaient pour le faubourg, les bronziers travaillaient pour le faubourg, les ébénistes, les vernisseurs, les argenteurs. C'était une famille, le faubourg. Mon père était là certainement facilement pendant 50 années, à peu près de 1900. Il est mort en 67, donc il était là en 1912, à peu près 50 ans, et puis j'ai pris la suite, parce qu'il y avait 15 ouvriers qui avaient 30 ans de maison, donc la question se posait, qu'est-ce qu'on va devenir? Je lui ai dit, écoutez, il vous reste combien à faire? Ils m'ont dit, il y a 2 ans, je vous accompagne, et ça fait 50 ans de ça, donc voilà, c'est une part de vie. On voit les camions d'époque, la voiture de mon père, parce que c'était celle-là, luxueuse pour l'époque, et puis les camions bâchés, hein. Il y en avait 5 dans l'impasse comme ça,
Mon père, c'est lui qui a le chapeau, c'était Al Capone. Dans le faubourg, il l'appelait le caïd. Mais les chapeaux, c'est des contremaîtres. Il y avait une tenue. Un ouvrier faisait sa carrière. Puis de toute façon, il s'engueulait avec le patron, 1 heure après, il allait ailleurs. C'est pas comme maintenant. J'ai appris que les ouvriers ici, hein, ils avaient un rythme, une façon de travail. Tous les matins, on recevait 1000 glaces. Il les coupait, il avait des sabots, et c'est le sabot qui entraînait la molette. Il n'y avait pas 1 millimètre d'écart. C'était comme ça, tout était manuel. On coupait 2000 glaces par jour. Hein. L'époque des portes d'armoire, des cosiers, des choses comme ça. Dans la caverne des objets anciens qui font partie de la naissance de la maison, un vilebrequin qui permettait de faire des trous dans la glace. Mais il fallait être patient, très patient. C'était pas aussi précis que maintenant, mais au moins c'était manuel. Et l'ouvrier qui le faisait, il avait fait un travail, non pas mécanique, mais manuel. Et ça, c'était là depuis certainement, depuis le début du siècle. Hein. C'est pas un musée, mais c'est presque une pièce. C'est partie des objets qui ont dû créer une maison et certainement l'aider à passer le siècle. Voilà. Donc on garde ça précieusement. Parce que, je sais pas si ça va donner. Non, parce qu'il a... Alors on essaie comme ça. Ça, c'est des vraies glaces de porte de bistrot, ça. Bientôt un demi-siècle ici dans cet atelier. Je crois que je m'y plais tellement que je vais y rester encore. L'apprentissage est terminé. Maintenant, je vais certainement continuer encore quelques temps et j'espère le plus longtemps possible. C'est un produit qui ne périra pas et qui est inaltérable dans le temps en plus. La glace, elle demeure. Si Dieu le veut, je pense être comme mon père, mourir sur place. Je ne me vais pas arrêter. C'est pas 71 ans qu'on t'arrête ou on s'arrête avant, mais maintenant... Non. L'âge d'or, c'est avant 1900 jusqu'à 60-70. Hein. Chaque quartier, pratiquement, avait une spécialisation industrielle ou artisanale. Le faubourg, on faisait du meuble. Tous les Parisiens savaient qu'on faisait du meuble dans le faubourg. Donc, ils venaient commander leur chambre à coucher. Ça, jusqu'aux années 50. 60, ça commençait déjà à disparaître. Mais avant la guerre, ils venaient commander leur chambre à coucher, leur buffet de salle à manger, leur mobilier à des artisans, à des boîtes plus importantes. Il y avait des prix très différents. Mais on se rendait là, comme on allait rue du Paradis, chercher sa vaisselle pour son mariage. Donc les artisans du faubourg vivaient entre eux, avec une complémentarité de savoir-faire. Hein, les quincailleries, les quincailliers, les verdisseurs, tous ces métiers complémentaires, évidemment, ils étaient à proximité. Ce qui évitait d'ailleurs, c'était assez écolo, parce que ça évitait des allées et venues, ça évitait du transport. C'était des quartiers qui vivaient sur eux-mêmes. Je me souviens du 11e ou d'autres arrondissements de cette collection est né de l'initiative de François Besse, qui est le directeur de Parigramme, qui a confié à certains auteurs le fait de raconter un arrondissement à travers des témoignages d'habitants. Et là, j'avais la chance d'avoir pour ami Jean-Louis Sellati, qui est le créateur d'une photothèque originale, puisque une photothèque associative, qui est née à l'intérieur d'un club de prévention et qui a pris de l'ampleur, qui est devenue indépendante et qui s'adresse à tous les Parisiens. Et donc là, on a des documents populaires. Alors, de quoi est composé notre fonds qui va à plus de 20 000 photos du Vieux-Paris? D'abord, il y a ma collection, ça c'est plus ou moins personnel, 2 photos de presse magnifiques. Là, on en a plus de 2000. Alors là, ça, par exemple, celle-là, elle représente le Fonds populaire qui passe sur l'avenue Doménil en 1937. Il y a aussi un peu ce qui fait notre gloire et notre spécialité. Ça, c'était un travail de très très longue haleine. C'est les cartes photos de devanture de magasin. C'est-à-dire que les petits photographes ambulants se promenaient dans le Vieux-Paris, surtout à partir de 1903 jusqu'à 1930. Les petits photographes ambulants prenaient les commerçants qui posaient fièrement devant leur commerce, et ils en tiraient un papier carte postale. Mais c'est que de la photo. Les cartes postales sont toujours topographiques, parce qu'elles indiquent le lieu, une rue, une impasse, un lieu très précis.
On a une légende sous le document. Il y a une différence fondamentale entre la carte postale qui était tirée peut-être en petite quantité, mais qui était imprimée, donc qui était diffusée, toujours légendée, située, alors que la carte photo tirée en très petit nombre d'exemplaires destinés aux commerçants ou à l'artisan, il y a 8-10 exemplaires tirés. Et là, à chaque fois, encore une fois qu'on a un document, on peut considérer que c'est l'unique au monde. C'est vraiment de la photo prise par des appareils formidables. Alors, regardez un peu ce que peut donner... D'ailleurs, tiens, on a fait un agrandissement. Oui, ce que ça donne en agrandissement. Hein. Voilà. Alors ça, c'est le Faubourg Saint-Antoine. Vous êtes l'aspect du Faubourg Saint-Antoine. J'ai réussi à le situer, vous voyez, parce qu'il y a un numéro dans le Faubourg Saint-Antoine avec un nom de commerçant. Et vous voyez, le petit gamin sur le réverbère, puisqu'on traite du Faubourg Saint-Antoine. Entre le Faubourg Saint-Antoine et la rue de Charonne, en cherchant bien, on peut encore trouver quelques ateliers d'artisans qui sont bien cachés. Il suffit d'emprunter quelques passages et cours pour se retrouver dans des lieux authentiques. Là, nous rentrons passage L'Homme, un ancien passage dédié entièrement à l'artisanat. Tout était artisan autour du meuble, sauf un garage qui était là, on a encore une trace. Et là, on va voir deux survivants. Les frères Hollard, les rois du tampon. On est arrivé. T'avais pas éclairci là, Daniel? Ouais, mais ça me plaît pas. Tous les vernisseurs vernissent de la même façon. Sauf que les gomme-lacs, il y en a qui préfèrent de la blonde, d'autres de la rouge, puis ça dépend du boulot que tu as à faire. Puis ça dépend le client combien il t'a donné. Moi, je vernis pas que des Ferrari, je bosse pas que pour les monarchies du Moyen-Orient. J'ai aussi des petites concierges, j'ai aussi des petits retraités et tout ça. Qui sont en fait les meilleurs clients parce qu'ils font pas chiant. Puis eux, ça les promène. Puis ça leur rappelle des souvenirs. Parce que moi, tu parles, il y a mon arrière-grand-père ici. Alors il y en a qui me voient de loin et me disent « Merde, j'ai cru que c'était ton père qui arrivait. » Ben, j'ai t'as vu, je les ressemble de plus en plus. Ils sont tous de profil. Mais qu'est-ce que tu veux, moi je suis né là, alors bon. Moi j'ai fait des études paramédicales, mais en fait, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Puis on est quand même à la cool. Si j'ai pas envie de marner, je marne pas, je gagne pas une thune. Mais si j'ai pas envie de bosser, si j'ai mal à la jambe, je peux m'arrêter boire un coup, fumer une clope, tu vois, casser une croûte. Ah, c'est quand même la liberté, quoi. T'es responsable de tes actes. Si tu fais une connerie, c'est ton argent. Mais t'as personne qui vient t'expliquer comment tu dois te monter la sauce, quoi. Des fois, tu fais tes 12 heures d'établi, t'en as un peu marre, mais t'as des copains, c'est sympa, on se rend pas compte, mais c'est vrai que t'es libre, quoi. On n'est pas dans des... Puis on a un vrai métier, on n'a pas un emploi. Enfin, moi, je m'en rends pas compte, je suis né dedans. C'est plus agréable maintenant, mais tes prédécesseurs avaient tous les poumons mités, avec les vernis et tous les solvants. Non, mais vous n'avez plus les mêmes solvants. Avec l'alcool, normalement, on n'utilise pas les diluants, tout ça. Un peu de la térébenthine quand on fait de la cire, mais même les cires à l'eau sont vachement bonnes. Bon, mon arrière-grand-père, c'était son surnom, cire à l'eau, parce qu'il utilisait des cires végétales à base de flotte. Et maintenant, c'est la grande mode parce que c'est écolo. Voilà. Et ce que je fais, c'est écologique, c'est de l'alcool et de la gomme-laque. La gomme-laque, c'est une résine qui est sécrétée sur un arbre par un verre. C'est ce qu'on appelle la gomme arabique, c'est ça? Non, c'est la gomme-laque. Je croyais que c'était la même chose. Ouais. C'est vachement bio, quoi. Les chiant, c'est qu'il faut frotter, quoi. Faut appuyer, en plus. Attends, tu vas voir, je vais te montrer quelque chose de très particulier. Regarde la bouteille à force de s'en servir. Et c'est une des plus récentes, À force de s'en servir, et la gomme-laque qui coule. Celle de mon père a des goulines, tu vois plus le verre, ça fait comme ça. Mais bon, on en change quand même parce que c'est pas très pratique pour travailler. Et tu vois, à force de s'en servir, imagine la sueur là-dedans, Des années de travail. Elle était pas à ton dab, celle-là, si? Non, celle de mon dab, je les ai planquées parce que tout le monde veut me les piquer, mais j'ai pas envie. C'est pas une histoire d'argent, ça vaut rien, mais c'est de l'amour. Et l'amour, ça se vend pas. Quoique, ça dépend du prix.
j'ai fait de la tapisserie décoration, mais j'avais mal au dos, j'avais trop mal au dos, parce qu'on est assis sur un tabouret tout le temps. Ah ouais. Et bon, j'avais le dos cassé, puis là je suis tout le temps debout en fait. Maintenant j'ai les jambes. Salut Alain. Ouais, comment vas-tu, Gérard? Oh, depuis tout à l'heure, ça va. Ouais. Toutes les photos, j'ai toujours les chemises à carreaux pour bosser. Ah ouais, on a remarqué. Tout le monde croit que j'ai fait le même jour. Au mois de septembre ou au mois de mai, chemise à carreaux. C'était les vieilles chemises de mon père. Quand j'étais petit, je nageais dedans, puis maintenant j'ai du mal à fermer les boutons. Tous les jours, ils sont fidèles à leur place. Tout y est, habillé toujours à peu près pareil. C'est les vêtements de travail. Alors, on les trouve tous les jours, sauf pendant le temps de séchage, qui est très important chez les vernisseurs. Parce qu'entre chaque couche, il faut que ça sèche. Et le temps de séchage, le voilà. Quand ça sèche, eh ben, on va boire un coup. Ça, c'est le quartier, ça, c'est des petits bonhommes. C'est un dessin d'une dame qui est venue un jour et m'a dit voilà ce que ça représente Paris, voilà comment ça représente le 11e arrondissement, c'est ça. Une vieille traction, le vieux bistrot, les gens qui sont sur le bord de la route. Et ça, c'est le bistrot de mon père, ça c'est Mélac. Le 11e, c'est ça. « 32e vendange du Château Charonne. 32 ans que nous faisons les cons ici, devant cette petite rue où nous bloquons la rue. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des charmantes jeunes filles qui vont ramasser les raisins, là, ceux-là, qui viennent de l'Aveyron, un petit village d'où je suis originaire. Il y a encore dans ce quartier, qui n'est pas un quartier bobo, encore une âme, quelque chose de costaud. Il y a des gens sympas, des gens qui... je sais pas, ce quartier a de la gueule. 34 ans que je viens ici. Et depuis la première année de vendange, je crois que c'était 80 ou 81, je fais les photos tous les ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être la dernière année de vendange, parce que Jacques en a un peu marre, il va arrêter. Et on attend à peu près 500 personnes pour les festivités qui doivent commencer à midi. Un bal tout à l'heure. Du vin, de la charcutaille et du fromage, de la saucisse et de l'aligot, et ça depuis 30 ans, quoi. Non, c'est une jolie fête de quartier. Il y a des années combien, hein? De quoi? Ici au vendange. Oh là oui. Ah oui, oui. Je ne peux pas vous dire combien, mais souvent, tous les ans, de toute souvent, façon, souvent. Depuis que ça existe, on vient Ah tous oui, les oui. ans. Oui, depuis que ça existe, là.
qui est formidable, ici, c'est qu'on est dans le 11e et on est quand même à la campagne. C'est un restaurateur magnifique, Mélac, qui à lui tout seul organise une fraternité de 500 couverts comme ça, où il y a une communication exceptionnelle. C'est une fête champêtre. On a l'impression d'être parti passer une journée à la campagne avec une ambiance merveilleuse et exceptionnelle. Alors je voudrais remercier le père Mélac pour la petite fête qu'il nous organise depuis plusieurs années ici dans ce quartier. Et ravi de retrouver les Balochiens ici aussi. Un rendez-vous parisien comme on aime. Donc il y a du populo, hein, je peux vous le dire. 800 personnes, on attend 2000 personnes jusqu'à ce soir. Et surtout, une personnalité de Paname, Michou. On attend le Michou. Voilà, et puis les vendanges, elles commencent et qu'il arrive. Une petite valse quand vous voulez. La voiture s'arrête, je vous demande d'accueillir Michou. Bienvenue, Michou, au 32e vendange. Mais quel hommage! Merci à vous tous! C'est extraordinaire! Bravo! Jacques Mélac et Michou, bravo! Tout le monde en bleu. C'est un moment exceptionnel. Voilà. Un moment exceptionnel. Apparemment, on me dit dans l'oreillette qu'il y a plus de 1500 personnes. Et c'est la première année qu'il y a autant de monde. Je vous demande de vous applaudir vous-même, puisqu'on est là pour fêter les 32e vendanges avec les Balochiens, tous les enfants qui veulent vous manger. Et vous les accueillir. Alors on y va! 1, 2, 3! C'est merveilleux. Je suis ravi d'avoir été à côté de Jacques. Parce que Jacques, personnage, en plus il m'a fait aussi un grand honneur. Grand honneur, il s'est mis en bleu. Regardez. Jacques, et voilà. Je peux vraiment témoigner qu'entre le quartier de Charonne, où nous nous trouvons aujourd'hui pour les 32e vendanges de Jacques Mélac, que dans le faubourg Saint-Antoine ou à Belleville, eh bien, génération après génération, on a perpétué cette tradition qui fait qu'il y a un besoin de partager, de se croiser, d'échanger. Le 11e arrondissement, comme l'Est parisien, ce sont des cultures, des histoires, des origines différentes qui se sont rencontrées et qui amènent à ce que sur le plan humain, ce soit des arrondissements particulièrement riches qui de ce fait aiment la convivialité, aiment la fête. Et de ce fait, il y a eu comme une transmission voilà, à travers le temps qui fait que le 11e a bien sûr beaucoup changé. Et néanmoins, on se retrouve chaque année, rue Léon Fro, avec des tables, des chaises dehors pour les vendanges de Jacques Mélac. Et nous vivons dans leurs yeux chavirés, l'aveu qu'ils n'osent murmurer. Mais qu'est-ce que c'est un
mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique. Mais y a pas mieux pour donner des grands frissons qu'un mauvais garçon. Mais y a pas mieux pour donner des grands frissons